Bonsoir, les malheurs de Marseille n'affectent pas l'équipe de France, elle gagne contre la Finlande 2-0. Franck Sauzet nous racontera l'exploit en direct de Finlande. Les malheurs de Marseille font 2 heureux, Monaco qui remplace l'OM en Coupe des Champions et Auxerre qui entre ravi dans la danse européenne. Les malheurs de Marseille continuent, Bernard Tapie qui souhaitait maintenir son club dans la compétition n'a pas obtenu satisfaction auprès du tribunal de Paris. Nous consacrerons un long chapitre à ce dossier, mais nous vous parlerons aussi de l'exploit de Pioline, qui a battu Jim Courier au tournoi de tennis de Flushing Meadows. Nous tenterons de savoir si une révision de la Constitution sur le droit d'asile s'impose avec notre invité, le vice-président du Conseil d'État. Bonsoir Marc Solon, et merci d'être là. Enfin, nous demanderons à Alain Carignon, le ministre de la Communication, pour quelles raisons le gouvernement s'oppose à l'arrivée en France d'une nouvelle chaîne de télévision américaine faite de dessins animés et de films américains. Le menu est copieux, mais le hors-d'œuvre est savoureux. La France a battu la Finlande par 2-0 en Finlande. Elle s'est pratiquement qualifiée pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Thierry Clopeau. À tempérer, début de match à l'avantage des Français. 6e minute, Martins, bien lancé ici par Cantona, est à 2 doigts d'ouvrir la marque. Une équipe de France qui pousse en ce début de première mi-temps, un centre du Marseillais Didier Deschamps et une superbe tête ici d'Eric Cantona. La tête de l'attaquant de Manchester United et la belle claquette de Ykkönen, le goal finlandais. Fin de première mi-temps, ça flotte dans la défense française. Litzmanen s'infiltre, un tir à 25 mètres. C'est le poteau droit qui sauve Bernard Lama, seule action véritablement dangereuse des Finlandais pendant ce match. On joue depuis seulement 2 minutes en seconde période. Un corner de Franck Sauzet, une tête de Laurent Blanc, c'est le but. Le libéro stéphanois saute plus haut que tout le monde. 1-0 pour l'équipe de France. 55e minute, les Français dominent, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. Une faute sur Papin dans la surface. Un penalty transformé par le Milanais. Son 27e but en équipe de France. 2-0, ce sera le score final. Il suffira à l'équipe de France de décrocher au moins un point lors de ses 2 prochains matchs au Parc des Princes contre Israël et la Bulgarie pour se qualifier pour la Coupe du Monde. L'Amérique n'a jamais été aussi près. En attendant de retrouver Franck Sauzet en direct de Finlande, abordons maintenant l'autre versant, plus rocailleux, de la rubrique foot. Je vous le disais, c'est Monaco qui remplacera l'OM en Coupe d'Europe des clubs champions. La décision prise par la Fédération française a été acceptée ce soir par les dirigeants européens de l'UEFA qui avaient exclu Marseille. Comment les Monégasques ont-ils réagi? Reportage sur le Rocher de Sandra Smith. La Fédération française de football, sur avis de la Ligue nationale de football, a décidé de proposer à l'UEFA la candidature de l'AS Monaco pour représenter la France dans la Coupe des Champions. C'est écrit sur le visage du président de l'AS Monaco, être commis d'office pour plaider la cause de la France en Coupe des Champions, ce n'est pas vraiment un cadeau. Mercredi prochain, les Monégasques recevront sur leur terrain l'AEK Athènes, un rendez-vous précipité pour les joueurs, mais aussi une lourde responsabilité. On est inconfortable sur le plan moral et sur le plan sportif. Je crois qu'on ne sait pas trop où nous allons aller. On a un effectif qui est assez étoffé, que la Coupe de l'UEFA, à bien des égards, est aussi difficile que la Coupe des Champions, au moins jusqu'au tour final. Donc je pense que la difficulté est la même. À l'heure du pastis, même constat dans les bars de supporters de Monaco. Les fans sont fiers de porter leurs couleurs, mais ils se sentent aussi investis d'une mission. On va faire aussi ça pour Marseille, pour la France. On va essayer, bon, il faut tenter le coup, la place elle est là. Mais il faut que nos amis marseillais soient avec nous. Il faut à tout prix que le football français, par l'intermédiaire de Monaco, puisse redorer son image. En plus, je suis peut-être un peu... Les Grecs, ils sont peut-être moins bons que Tenerife. Ça, c'est grand. Au-delà des passions, le sport reprend ses droits, mais ce changement de programme peut être une embûche pour le club de la Principauté. Il ne lui reste que 8 jours de préparation avant de recevoir l'AEK Athènes dans son stade. Et comment les Marseillais ont-ils réagi à la désignation de la ville voisine Monaco? Anne Guéry et Pierre-Laurent Constant sont allés sur la Canebière. Jour après jour, les supporters accusent le coup. Hier, l'OM était exclu de la Coupe d'Europe et aujourd'hui, l'OM est remplacé par Monaco. C'en est décidément trop. Ça vous ferait plaisir que votre petit copain, que vous refusez quelque chose, qu'il prenne à la place ou qu'on vous enlève à vous? Ben, l'OM, il est dans ce cas, madame. Madame ou mademoiselle, je voudrais pas être... Que ce soit Monaco ou n'importe qui que ce soit, hein, c'est la même chose, n'importe comment. Hein. C'est pas nous qu'on y est. Hein. Monaco, ça vous chiffonne moins? C'est un peu plus le midi. Alors encore, ça passe à peu près. C'est Monaco qui l'emporte. Comment il faut faire?
Mais ils auront pas mes sous, ça je vous le garantis. Et comme l'argent est bien le nerf de la guerre, les supporters lancent une souscription pour l'OM, pas moins. On va pas faire des milliards, mais enfin, pourquoi pas 3 millions, 5 millions de francs, voilà. Entre 3 et 5 millions de francs. Ici, on ne récolte pas des chèques, mais des bulletins de soutien. Le Provençal a lancé une campagne de solidarité avec le club marseillais et publie des coupons que les lecteurs doivent renvoyer au journal. La rédaction espère en recueillir quelques 10 000 bulletins pour dire aux autorités françaises du football que sanctionner l'OM, c'est détruire ce qui fut la fierté de Marseille. Logiquement, le remplaçant de l'OM aurait dû être le PSG. Pourquoi le club parisien n'a-t-il pas été choisi? Ou pour être plus précis, pourquoi a-t-il décliné la proposition? Yann Lavoie l'explique. C'est ici, au stade Louis II contre Monaco, que l'AEK d'Athènes jouera la semaine prochaine son premier tour de Coupe d'Europe des clubs champions. Mais cela aurait très bien pu se passer ici, au Parc des Princes. Seulement le PSG a décliné l'offre. Pour expliquer ce refus, les dirigeants parisiens ont évoqué les rapports très tendus entre les clubs de l'OM et du PSG. Les incidents des derniers matchs entre les supporters en témoignent. Mais la principale raison de ce refus est sans aucun doute liée au problème des droits télévisés. TF1 a l'exclusivité des matchs de la Coupe des Champions. Canal+ pouvait-il accepter que son club fasse grimper l'audience d'une chaîne concurrente? Le président monégasque n'avait pas, lui, toutes ces bonnes raisons ce matin à évoquer pour refuser l'offre qui lui était alors faite de remplacer l'OM. Monaco, 3e du dernier championnat, était donc désigné d'office. D'autant que le club de la principauté est mieux classé sur le plan des performances européennes que le PSG. L'affaire était donc vite réglée, mais sur un plan strictement sportif, les problèmes commencent pour Monaco. S'il y a un club qui n'éprouve aucun scrupule à tirer profit de la situation, c'est Auxerre, qui ne devait participer cette année à aucune coupe européenne, mais qui, par le jeu des chaises musicales, va jouer la coupe dite de l'UEFA. Et Auxerre s'en réjouit. Le tableau des épreuves est donc le suivant. Coupe des champions Monaco-Athènes le 15 septembre, Coupe des vainqueurs de coupe Nicosie-PSG le 14 septembre, Coupe de l'UEFA Dublin-Bordeaux le 14, Tenerife-Auxerre le 15, Nantes-Valence le 16. En désignant assez vite le club de Monaco pour remplacer l'OM, les dirigeants du football français ont voulu ainsi exaucer le vœu, le mot est faible, de l'Union européenne de football, qui avait fixé une heure limite aujourd'hui, 17 h. C'est la raison pour laquelle Jean Fournet-Fayard et Noël Le Graët sont dans le collimateur des Marseillais et de leurs partisans. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Patrice Romden. Je n'ai jamais vu dans le football, depuis quelque temps, une chose simple. Là réside sans doute le problème de Jean Fournet-Fayard, ce pharmacien qui aime les choses à son image, simple. Fournet-Fayard n'a donc pas le profil de l'époque qui nous sert un football complexe, parfois pervers. Hélas, son accession à la présidence de la Fédé coïncide grosso modo avec la multiplication de dérapages contre lesquels il ne guerroie pas. L'offensive n'est pas le fort de cet ancien arrière latéral. Certes, Fournet n'a pas inventé les dirigeants mégalos, les surenchères, les déficits. Mais en levant de présidence, sa passivité s'accommode d'un cortège d'avatars dont Furiani s'érigera en symbole, celui des libertés que les clubs prennent avec le règlement. Démissionner après Furiani, pas question, ce serait un aveu de culpabilité, dira-t-il, le comble pour un homme dont on moque l'irresponsabilité avec d'autant plus de cruauté qu'il pêche par manque de charisme. En cela, il ressemble à Noël Le Graët, mais sans plus, car s'il y a du Ponce-Pilate chez Fournet, il y a, osons le rapprochement, du Gorby chez Le Graët. Transparence, restructuration, ces leitmotivs fleurissent dans le discours de ce Breton, patron d'une PME, lorsqu'il s'empare de la Ligue en 91. Aux prémices de l'affaire, il porte plainte comme pour honorer ses convictions. Il tire une maille, le foot se découvre et l'intimité du milieu ainsi mise à nu provoque un tourbillon, courageux mais après. Il voulait aller au rythme de la justice française, vantant les vertus d'une lenteur qui parfois voisine avec la dérobade, mais soudain l'UEFA tranche, souveraine, laissant les Dupont du foot français au milieu du gué dépassés. Au fait, Dupont avec un T comme ténacité ou avec un D comme démission. Si Jean Fournet-Fayard et Noël Le Graët parlent beaucoup depuis quelques jours, il y a deux hommes qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas depuis l'exclusion de l'OM. Deux acteurs clés pourtant dans cette affaire, le procureur Éric de Montgolfier et le juge Bernard Béfi. Ne croyez pas qu'il soit en vacances, il continue de travailler. Le juge a ainsi entendu aujourd'hui pendant 3h30 l'ex-joueur de Valenciennes, Jorge Burruchaga. Véronica Lyon. Si Jorge Burruchaga se désaltère, c'est qu'il va rencontrer le juge Béfi et qu'il a beaucoup à lui dire. Derrière ces murs, il va parler pendant plus de 2 heures.
Il va enfin raconter à la justice ce qu'il a déjà livré à la presse, l'histoire de coups de fil mystérieux qu'il aurait reçu le 23 juin en Argentine. Un homme l'aurait appelé de la part de Bernard Tapie, lui demandant de disculper Jean-Pierre Bernès. Le juge m'a demandé à confirmer tout ce que j'avais dit dans l'article de France Football. Et comme je vous l'ai dit au départ, je donnais quelques détails que bien évidemment je ne peux pas vous donner. Est-ce que vous avez donné le nom de l'intermédiaire? Vous imaginez bien, hein? Je donnais le nom, monsieur le juge, il le sait, mais c'est resté dans le secret d'instruction. Ce fameux intermédiaire secret dont parle Burruchaga serait en fait Alain Migliaccio, impresario français basé à Lyon. Il a déjà organisé plusieurs transferts de joueurs pour le compte de l'OM. Si cette information se confirme, l'audition de cet impresario sera certainement le prochain rendez-vous du juge Beffy. Les sportifs français font décidément beaucoup parler d'eux, mais cette fois en bien aux États-Unis, en très bien. Cédric Pioline a réalisé un exploit hier au tournoi de tennis de Flushing Meadows. Il a battu le grand courir, François Brabant. Cédric Pioline a plutôt les pieds sur terre. Mais les voies du tennis étant impénétrables, il a bien dû se rendre à l'évidence. Les dieux du jeu, hier, étaient avec lui. En plus du divin soutien, Cédric Pioline, pour battre le numéro 1 mondial Jim Courier, a avec lui au début du match une arme bien moins aléatoire, son revers. C'est ce coup et la volonté du numéro 1 français d'en profiter pour monter au filet qui déstabilise puis déborde Courier. Plus le match avance, plus l'Américain recule, plus Pioline, lui, ose. C'est Jim Courier le premier qui va avoir le tournis. Pioline, lui, ne doute pas une seconde au moment de conclure. La première balle de match est la bonne. 7-5, 6-7, 6-4, 6-4, c'est Jim Courier qui, dans un français parfait, résumera le mieux la performance du français en lui serrant la main. Bien joué. Et en quart de finale, Cédric Pioline rencontrera demain l'Ukrainien Andrei Medvedev. La reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP est imminente. Yitzhak Rabin à Jérusalem et Yasser Arafat à Tunis y travaillent. Leurs adversaires respectifs le savent et par conséquent accentuent leur pression. Le leader de l'OLP a réuni dans la capitale tunisienne un comité exécutif du mouvement et à Jérusalem, le Premier ministre israélien a droit à des manifestations violentes de la part du Likoud, Isabelle Staes. Rabin n'a pas de mandat. Rabin met en danger l'État d'Israël. Le peuple doit se révolter maintenant. Rabin est un traître, scande la foule. Ils sont nerveux, très nerveux, car cela fait maintenant près de 24 heures qu'ils sont mobilisés devant la présidence du Conseil. La tension monte, soudain l'affrontement. Des canons à eau pour dégager la voie. Ces manifestants ont voulu bloquer la circulation. La réponse est musclée. Par dizaines, ils sont ainsi arrêtés et embarqués par la police, certains gravement commotionnés. Dieu est avec nous, nous n'avons pas peur. Ils chantent pour se donner du courage. Et voici l'insolite à Jérusalem. Ce sont les Juifs qui aujourd'hui jettent les pierres. Ces manifestants, pour la plupart des colons venus des territoires, ont voulu montrer ce soir de quoi ils étaient capables pour garder leurs terres, des gestes de désespoir qui n'auront sans doute aucune influence sur le processus politique. En France, le Conseil d'État va devoir résoudre le casse-tête constitutionnel sur le droit d'asile. Édouard Balladur, en accord avec François Mitterrand, lui a demandé son avis. Le vice-président du Conseil d'État, Marc Cholon, nous en parlera dans un instant. Cette initiative prise par le chef du gouvernement a-t-elle déçu l'homme qui réclamait un référendum? La question a été posée à Charles Pasqua à l'issue d'un entretien aujourd'hui avec le président de la République. Réponse du ministre de l'Intérieur. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Oui, il a l'air en très bonne forme. Hormis ce bref bulletin de santé délivré par Charles Pasqua à l'issue d'une heure d'entretien avec François Mitterrand, pas de commentaire. Édouard Balladur a choisi de consulter le Conseil d'État, solution proposée par François Mitterrand, et dans le gouvernement, même les plus impétueux disent aujourd'hui s'en remettre à la sagesse du dit Conseil. Qu'est-ce qui est important pour le Premier ministre? Et je crois que personne ne doit douter de sa détermination.
c'est de faire en sorte que la France ait les moyens de mener une politique qui permette de lutter contre l'immigration clandestine. Le Premier ministre a choisi de prendre son temps, de façon à ce que cet objectif essentiel sur le fond ne puisse être troublé par des crispations qui seraient inutiles dans le pays. Des crispations notamment au sein de la majorité qui devraient donc s'apaiser. C'est aux alentours du 23 septembre que l'avis du Conseil d'État devrait être rendu. Et nous avons sur notre plateau Marc Solon, le vice-président du Conseil d'État. Vous êtes ce soir le roi Salomon. Non, pas du tout, pas du tout. Et justement, je suis heureux précisément de rectifier un certain nombre de choses que j'ai entendues ou que j'ai lues. Le Conseil d'État n'a pas de pouvoir d'arbitrage, il a un pouvoir d'avis. Ce pouvoir d'avis, ce n'est pas exceptionnel. Chaque année, nous donnons notre avis sur une centaine de lois, sur 600 à 800 règlements, sur près de 2000 autres décrets. Et en plus, nous jugeons à peu près 10 000 affaires. Mais chaque année, effectivement, le gouvernement nous interroge sur des problèmes généraux qui ne sont pas liés parfois à un texte précis, bien que personnellement, je préfère avoir un texte précis. Et ça a été le cas sur le foulard islamique, c'est bien connu, mais il y en a d'autres. Justement, sur le foulard, ça a contribué à l'apaisement. Certainement, certainement. Alors, est-ce que c'est un avis qui ne va pas justement arbitrer en quelque sorte le différend? Non, le mot arbitrer est un mot inexact que je relève. Nous avons une question qui a été posée, qui est précise d'ailleurs, et nous préférons avoir une question précise qu'une question trop vague. Nous y répondrons, suivant une procédure tout à fait normale, tout à fait de droit commun, qui sera examinée d'abord par la section compétente. Nous sommes saisis par le Premier ministre, donc c'est la section d'intérieur, puis qui viendra à une assemblée du Conseil d'État. Il nous faut une semaine sans doute en section, une semaine en assemblée. Je crois effectivement, nous serons prêts le jeudi 23. Alors justement, vous dites, vous avez une question précise, les spécialistes disent que la réponse est dans la question. Oh. Et je précise, ça veut dire que, de l'avis des spécialistes, et notamment des juristes, que la révision de la Constitution sera nécessaire sur le droit d'asile. Écoutez, je ne répondrai pas à cette question car ça serait déjà évoquer le fond, mais attendez la réponse, il ne faut pas attendre longtemps, il faut attendre donc une quinzaine de jours. Et nous préférons encore une fois, nous, avoir des questions bien posées, qui sont précises, mais nous répondrons, ne vous inquiétez pas. Quelle est votre intuition ? Je ne donnerai pas du tout une intuition, parce que des commentateurs subtils ou malicieux pourraient en déduire que le Conseil d'État va juger dans tel ou tel cas, ce qui n'est pas vrai. Moi-même, je ne le sais pas. Le Conseil d'État est collégial. Oui. Il faut savoir que dans la section, il y a une vingtaine, 20 à 25 magistrats, et dans l'Assemblée, n'est pas une assemblée ordinaire, nous sommes 35, une assemblée plénière 80. Bon, je la poserai de manière différente. À votre avis, l'avis du Conseil d'État va-t-il contribuer à apaiser la situation? Si je le connaissais, je vous le dis, et si je le connaissais, je l'espère. Je l'espère. Vous l'espérez? Je l'espère. Merci Marc Solon pour ces premières précisions. Vous êtes, je le rappelle, pour téléspectateurs, vice-président du Conseil d'État, et vous allez jouer, quoi que vous disiez, un rôle important dans cette affaire. Un terrible accident la nuit dernière sur l'autoroute A6 au nord de Lyon. Un autocar hollandais s'est renversé. Il y avait 59 personnes à bord. 5 d'entre elles sont mortes et 48 sont blessées. Serge Mondor. Stupeur ce matin à 5h30 sur l'autoroute A6 lorsqu'un car en provenance de la Costa Brava en Espagne, après avoir traversé l'autoroute, s'est couché dans un fossé. Les pompiers rapidement sur les lieux ont dû découper les tôles tordues pour libérer les victimes de cet accident. Le conducteur de l'autocar figure parmi les 5 personnes qui ont trouvé la mort. Pourtant, c'était un habitué des longs trajets avec sa femme, son copilote. Elle m'a expliqué qu'ils avaient quitté Lloret en Espagne hier soir vers 21h30. Qu'ils s'étaient relayés comme ils avaient l'habitude de le faire et qu'elle avait passé le volant à son mari 1h30 environ avant l'accident sur la station de l'autoroute qui s'appelle Isardrome. Un hôpital de campagne a été construit à la hâte par les médecins du SAMU, accourus de 3 départements. Après avoir reçu les premiers soins, les blessés étaient transportés dans des hôpitaux de la région pour subir radio et autres analyses. Une enquête est ouverte pour connaître la raison de cet accident. Défaillance humaine, le conducteur aurait pu s'assoupir, ou technique, le tachymètre, la boîte noire de l'autocar, révélera peut-être des informations importantes. Un autre accident s'est produit ce matin sur une petite route du Maine-et-Loire. 2 cars de ramassage scolaire se sont heurtés. Les 2 chauffeurs ont été gravement touchés aux jambes et au visage. 10 enfants ont été légèrement blessés. Socrate donne des maux de tête aux passagers de la SNCF, mais aussi à la direction. La grande dame a donc décidé d'assouplir son système de réservation. Alain Doubeski nous dit comment.
Depuis le mois de mars 1993, date d'entrée en fonction du système Socrate de réservation SNCF, on en a vu des voyageurs paniquer devant les automates distributeurs de billets ou bien trépigner dans les files d'attente. Aux heures et jours d'affluence, les voyageurs les plus audacieux, les plus inconscients, prennent le train sans billet et bien sûr, quelques temps plus tard, paient une amende en plus de ce billet. Tout cela sera bientôt dû passer grâce à l'imagination de la SNCF qui va prochainement délivrer des tickets d'accès au train, y compris les TGV, en quelque sorte des mots d'excuse qui permettront de payer son billet dans le train sans aucun supplément. Attention, comme tous les mots d'excuse, ils seront exceptionnels et délivrés uniquement lorsque le chef de gare en personne constatera que les files d'attente au guichet sont trop longues, 10 minutes seulement avant le départ du train. Bientôt, à la SNCF, un ticket pourra en cacher un autre. Les envahisseurs arrivent à partir du 17 septembre. Walt Disney et Hollywood voudront s'installer en permanence sur nos petits écrans. Leur parrain s'appelle Ted Turner, le patron de la déjà célèbre CNN. Il a baptisé cette nouvelle chaîne de télévision TNT et Cartoon. Alain Carignon ne la voit pas d'un bon œil. Avant d'écouter le ministre de la Communication en direct, rejoignons Christian Marimonneau à Londres. L'offensive américaine en Europe partira en effet de l'Angleterre. Un bâtiment modeste planté au bord d'un canal à Camden, au nord de Londres. Le siège des deux nouvelles chaînes américaines de Ted Turner. 40 personnes y travaillent activement, pas de studio, car il n'y a aucune fabrication locale. Les dessins animés et les films sont déjà en boîte. Ils constituent le trésor de guerre du fondateur de CNN. Cette jeune femme est chargée de lancer ces chaînes en Europe. Elle connaît les difficultés et l'opposition du gouvernement français. Elle se veut rassurante. Je pense que l'intégrité culturelle française est une excellente chose, mais la réaction française est un peu forte. Nous essayons d'accommoder le public français. Nous doublons 2 films par soir et 30% des dessins animés. Cartoon Network diffusera 24 heures sur 24 des dessins animés très populaires. TNT sera une chaîne de cinéma classique, mais américain, diffusée en 4 langues. Chaque jour, 30% des programmes seront diffusés en français. Qu'importe la réticence française et les contraintes européennes, ici on est optimiste, on se prépare au lancement de cette nouvelle chaîne américaine prévue, comme vous le savez, le 17 septembre prochain. On réglera les problèmes au coup par coup, comme on sait le faire à la manière américaine. Ceux qui aiment l'info savent qui est Ted Turner. Ceux qui détestent l'info américaine savent qui est Ted Turner. Sa chaîne mondiale CNN a vampirisé toutes les autres lors de la guerre du Golfe. Et à l'intention de tous ceux qui ne le connaissent pas encore, son portrait par Patricia Charnelet. Lorsqu'il créa CNN en 1980, Ted Turner déclara « Ou bien je serai brisé, ou bien je révolutionnerai la télévision ». Pendant des années, dans son propre pays, il fut critiqué. Peu croyaient au succès d'une chaîne câblée d'information. Aujourd'hui, son groupe pèse près de 10 milliards de francs. CNN est devenu un succès mondial. Depuis plus d'1 an, Turner et son équipe préparent une offensive sur l'Europe. Turner est déterminé. Il sait attendre, il en a les moyens, son groupe est largement bénéficiaire. L'homme a du caractère, obstiné, rebelle, comme celle qu'il a épousée il y a 2 ans, Jane Fonda. À la barre de son bateau, Captain Ted, ainsi surnommé par ses collaborateurs, a gagné les plus grandes courses. À la tête de son empire audiovisuel, il lance Bugs Bunny et Popeye à l'assaut du vieux continent, une bataille dont l'issue est incertaine. Comment Ted Turner peut-il se moquer à ce point des frontières et arroser la France? Et comment peut-on, si on le désire, recevoir du ciel cette nouvelle pluie d'images? Patrick Esther nous le dit. C'est d'ici, depuis le château de Besdorf au Luxembourg, que doit partir l'offensive américaine de Ted Turner. Ces antennes servent au contrôle d'une véritable flottille de satellites de télévision, 3 pour être plus précis, propriété de la société luxembourgeoise Astra. Actuellement, ces satellites diffusent 48 chaînes de télévision sur l'Europe entière. Et c'est bien connu, les satellites ne s'arrêtent pas aux frontières. N'importe qui peut les capter, à condition de s'équiper d'un matériel comme celui-ci, une antenne et un démodulateur. L'installation nécessaire et suffisante pour recevoir les satellites Astra coûte entre 2 et 3 000 francs. Il existe même des matériels utilisables en camping. Des journaux spécialisés guident non seulement les acheteurs dans la jungle des équipements proposés par les constructeurs, mais leur fournissent également la liste impressionnante des programmes émis dans pratiquement toutes les langues. Grâce à ces petites antennes paraboliques ou plates, de moins d'1 mètre d'envergure, 100 000 foyers français captent déjà Astra. Un chiffre dérisoire pourtant si on le compare aux 6,5 millions de familles allemandes et aux 13 millions d'européennes.
Le Luxembourg a parfaitement le droit de louer ses canaux de diffusion à qui bon lui semble. Et personne n'oserait interdire à la vente des équipements de réception. Difficile par conséquent de s'opposer à la diffusion sur la France des programmes de Ted Turner. D'ailleurs, à Paris, il est déjà possible de capter plus de 100 chaînes de télévision. C'est en finale aux téléspectateurs qu'il appartient de choisir. Et nous allons rejoindre en direct du ministère de la Communication le ministre Alain Carignon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes en mesure d'arrêter les envahisseurs? Je crois qu'il faut bien rappeler les enjeux, si vous le permettez, parce que l'audiovisuel, c'est évidemment un problème culturel, ça chacun le sait, mais c'est aussi un enjeu économique et d'emploi considérable. Il y a 50 000 emplois dans l'audiovisuel en France et dans le cinéma. C'est probablement un des rares secteurs qui va avoir de l'ordre de 5 à 6% de taux de croissance. C'est un secteur où la demande de programmes va être de plus en plus importante, donc il va falloir fabriquer. Et c'est un secteur créateur d'emplois, notamment pour les jeunes, parce que ce sont des métiers très attractifs. Donc il y a en quelque sorte un bras de fer, on peut dire, qui se déroule dans le GATT actuellement, sur plusieurs sujets, dont l'audiovisuel, puisque les États-Unis, comme c'est naturel, voudraient accentuer leur pénétration en images dans le secteur européen. Et l'Europe, elle a trouvé un équilibre. Cet équilibre, il permet tout de même déjà, par exemple, pour citer un exemple, de faire que 80% des recettes en salle de cinéma soient déjà des recettes américaines. Donc il y a une très forte pénétration. Mais elle a trouvé un équilibre grâce à ces règles. Et ce que veut faire Ted Turner, c'est au fond passer à travers les mailles du filet de ces règles pour diffuser ces chaînes. Alors justement, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Écoutez, non, il n'est pas trop tard, tout simplement parce qu'il y a 25 000 paraboles actuellement qui peuvent capter Astra, donc c'est un public extrêmement limité. Ensuite, les chaînes privées, et j'espère les chaînes publiques françaises, seront elles aussi présentes sur les satellites. Et quand on évoque les 100 ou les 200 chaînes de demain, on peut très bien prendre 200 chaînes. S'il y a 198 chaînes en langue étrangère, on choisira les 30 ou 40 chaînes en langue française. Un téléspectateur français préférera choisir celle-ci. Donc il y a la concurrence, bien sûr, qui va se faire, mais surtout il faut que le téléspectateur puisse avoir le choix. Et pour qu'il puisse avoir le choix, il faut que l'Europe continue à avoir des productions qui soient à elle. Parce qu'autrement, le téléspectateur ne pourra zapper, mais il verra toujours la même chose. Justement, Alain Carignon, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le libéralisme dont vous réclamez du point de vue philosophique et politique, dans une certaine mesure, et ces règles protectionnistes que vous édictez en ce moment? Ce ne sont pas des règles protectionnistes. Alors, le libéralisme, c'est le choix du consommateur. Il faut que le consommateur puisse choisir entre le Château des Oliviers et Dallas. Et quand il peut choisir, on sait ce qu'il choisit. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des programmes concurrents. Or, le diffuseur, c'est-à-dire la chaîne de télévision, vous avez vu ce que vous venez de montrer, ce sont des feuilletons, des dessins animés qui ont déjà été fabriqués sur le marché américain, qui ont déjà été rentabilisés et qui viennent donc sur notre territoire, je dirais, à coût nul. Ils ne coûtent plus rien. Alors que nous, évidemment, il faut fabriquer pour vendre sur notre territoire, pour diffuser sur notre territoire. Donc la chaîne de télévision, elle a intérêt à diffuser des programmes qui ne lui coûtent rien plutôt que des programmes qui lui coûtent. Donc pour que le consommateur ait le choix, il faut qu'il y ait une organisation des marchés européens. C'est ce que l'Europe a organisé et c'est ce que l'Europe veut défendre dans ce qu'on appelle l'exception culturelle au sein du GATT. C'est la bataille que nous conduisons au gouvernement. Une dernière question, Alain Carignon. Les Européens donnent tout de même le sentiment dans cette bataille de ne pas être sûrs d'eux-mêmes. Pourquoi ne pas jouer à fond les règles de la concurrence et battre sur leur terrain les Américains? Il le faut, vous avez raison, mais c'est très, très difficile parce que justement, on a souvent confiné l'audiovisuel français européen aux États-Unis comme d'une partie seulement culturelle. Il y a seulement 200 salles aux États-Unis sur les 25 000 qui diffusent des films français et qui les diffusent seulement en version originale, c'est-à-dire sans doublage. C'est une façon de protectionnisme et d'organisation. Mais vous avez raison de dire que l'audiovisuel et l'Europe doivent être présentes sur les autres marchés, mais elles doivent être aussi présentes sur le leur. C'est donc vraiment, si vous voulez, une affaire d'économie, de culture, d'emploi, et dans la négociation du GATT, le gouvernement est totalement déterminé à défendre cette position. Et pour la partie précise que vous évoquez, la partie Turner, à partir du 17 septembre, cette chaîne va émettre. J'ai demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de contrôler heure par heure et semaine par semaine si elle respecte la législation européenne. Si elle ne la respecte pas, je proposerai au gouvernement français de porter plainte auprès de la communauté. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Ce bras de fer franco-américain
a une conséquence inattendue. Jacques Toubon et Jacques Lang, main dans la main à Venise, pour défendre les intérêts français et les droits d'auteur. La photo méritait d'être prise. Pascal Deschamps et Philippe Montoisy nous l'envoient avec en prime le soutien apprécié de l'américain Spielberg. Spielberg qui rit sur la scène du Palazzo del Cinema. La mostra fait fête au réalisateur qui ne veut pas grandir avant la projection de son dernier film, Jurassic Park. Mais le père d'Indiana Jones est aussi venu à Venise pour témoigner du duel qu'il oppose aux producteurs américains. Spielberg qui pleure, c'était quelques heures plus tôt dans les salons de l'hôtel où Visconti tourne à mort à Venise. Lui dont les apparitions se font si rares a choisi de parler des problèmes des cinéastes américains. En 1917, les gros producteurs de cinéma américains ont proposé une loi qui supprimait aux réalisateurs tout droit d'auteur sur les films. Cette loi a été adoptée. C'est une tragédie et cette tragédie, nous venons la partager avec vous. Imaginons qu'un producteur change la fin d'E.T. ou coupe le film sans que Spielberg soit consulté. C'est ce qui menace tous les cinéastes américains et c'est pourquoi ils sont tous venus, ou presque. Altman, Sidney Pollack et même Fred Zinman, le réalisateur du légendaire Train sifflera 3 fois. Pendant 2 jours, ils ont planché avec leurs collègues italiens ou français. On a parlé des droits d'auteur, mais aussi des fameuses négociations du GATT. Et cette fois, c'est aux Américains de soutenir les Européens dans leur lutte pour que leur cinéma survive face à l'invasion américaine. Aucun Américain, s'il est intelligent, ne souhaite que notre cinéma domine le monde entier, au point que tous les autres cinémas disparaissent. À quelques semaines de la reprise des négociations du GATT, le colloque de Venise aura donc permis de réaffirmer la fermeté des auteurs européens, soutenus en premier lieu par la France. Notre gouvernement, celui auquel appartenait Jack Lang, celui dont je fais partie aujourd'hui, si j'ose dire, sur ce point, c'est toujours le même gouvernement. Et c'est heureux, je crois, pour la France et pour le cinéma. Certains responsables de studios hollywoodiens appellent ça un combat d'arrière-garde, un combat de dinosaures. Vu la santé de ces petites bêtes, dans le dernier film de Steven Spielberg, il ferait bien de se méfier. Et je vous rappelle la bonne nouvelle de la journée. La France a battu la Finlande par 2-0. Elle est pratiquement en Amérique pour la Coupe du Monde de football le 94. Désolé, nous devions entendre Franck Sauzet. Faute de temps, nous ne pouvons pas. Vous entendrez Franck Sauzet dans le journal qui vous sera présenté par Philippe Lefebvre à 23h10. Bonne soirée sur France 2, à demain 20h. Bonsoir.